Merci d'abord à l'AMCEP pour l'invitation. Merci également à l'ANAPEC. Je suis toujours très heureux de me retrouver ici en terre africaine, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, et tout particulièrement au Maroc. Par rapport au sujet, au thème de cet atelier, je pense qu'il y a deux aspects distincts, en tous les cas que j'ai envie de distinguer. C'est d'une part la manière dont sont conçus et aujourd'hui mis en œuvre les programmes politiques, stratégies en faveur de l'emploi des jeunes, et puis d'autre part les canaux. Et je trouve que d'ailleurs dans les tables rondes telles qu'elles sont organisées, on voit bien ces deux aspects dessinés. Alors je commencerai par le premier, c'est-à-dire les programmes. On voit qu'il y a eu une évolution extrêmement sensible, significative au cours de ces dernières années. On est passé de mesures particulières visant à faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes à des mesures, à des programmes plus généraux. Et il y a dans le paysage, en tous les cas celui que je couvre, des programmes très innovants et très, très différents que je vais peut-être me permettre d'évoquer pour quelques-uns d'entre eux, pour ceux que je connais. Il y a d'abord une volonté. Alors, il y a eu dans les années 80, on l'a vu dans les pays industrialisés, je pense d'Europe, je pense à la France, la volonté d'une approche intégrée de l'ensemble des services délivrés aux jeunes pour favoriser leur insertion dans l'emploi, où on prenait en compte les questions de mobilité, transport, logement, etc. Dans les pays sud-africains, par exemple, que je couvre, on voit aujourd'hui cette même volonté au niveau de ce qu'on appelle les politiques actives, c'est-à-dire un ensemble de mesures dédiées à un public particulier, les jeunes, mais avec un meilleur ciblage sur ces catégories de jeunes au sein de ces programmes, et la volonté d'avoir une conception globale. Alors je vais donner 2 ou 3 exemples par rapport à ça. Je vais d'abord prendre l'exemple parce qu'il me paraît très intéressant, du Burkina Faso. Le Burkina Faso a conçu un programme spécifique pour l'emploi des jeunes qui est organisé de la manière suivante. C'est le service public de l'emploi, l'ANPE, qui est la pierre angulaire, qui organise le programme, qui le pilote, et ce programme est mis en œuvre par d'autres partenaires ministériels. Et on a aussi un réel ciblage dans ce programme, jeunes ruraux, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, des diplômés en milieu urbain, etc. Donc on a une organisation très intéressante où c'est le service de l'emploi qui joue le rôle pivot dans la mise en œuvre de ce programme. Et c'est un programme parfaitement intégré qui vise les différents champs couverts par le service public de l'emploi et les différents publics concernés par le programme. Un autre programme qui me paraît intéressant, probablement que le collègue algérien en parlera demain, c'est le programme où aussi le service public de l'emploi, l'ANEM, joue un rôle important, qui est un programme qui s'appelle DAIP. DAIP, je me souviens plus de la signification de l'acronyme exact, Association Insertion Professionnelle des Jeunes en tout cas, et qui est un programme qui qui enchaîne formation et contrat aidé. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un programme qui est intéressant parce que là aussi on a une approche globale, et là aussi c'est le service public de l'emploi qui joue un rôle majeur. Un autre programme intéressant sur l'emploi des jeunes, c'est plus cette fois-ci
le ministère le service public de l'emploi qui joue le rôle pivot, mais c'est le ministère un ministère dédié à l'emploi des jeunes. Je pense au Togo, où on a un ministère dit du développement à la base de l'emploi des jeunes, de la jeunesse. Et ce ministère a élaboré une stratégie pour l'emploi, un programme d'ailleurs avec l'UBIT, et un programme de mise en œuvre de cette stratégie. Et ce qui est intéressant dans le cas d'espèce, par rapport au service public de l'emploi, c'est qu'il y a une collaboration entre ce ministère et le service public pour l'emploi, à travers notamment le fait qu'il y a un passage obligé des jeunes par la NPE du Togo. Et je vais terminer là-dessus. Je pense que ça constitue, ces derniers points, c'est les problèmes que je viens d'évoquer, pour l'Afrique subsaharienne, une évolution assez intéressante par rapport à ce qui s'était fait il y a une dizaine d'années dans un certain nombre de pays où on avait conçu des programmes d'ensemble, mais avec des agences dédiées. Je pense par exemple à la Mauritanie, où on a une agence pour l'emploi des jeunes qui s'appelle l'ANSEJ, je crois, ou la Neige, je ne sais plus. On a la même chose au Sénégal, on a la même chose en Mauritanie. Et là, évidemment, on a d'autres problèmes institutionnels qui se posent. Donc, je crois, ce qui est intéressant dans les évolutions qui sont produites ces dernières années, c'est cette volonté d'une approche intégrée pour la délivrance des services dans le cadre de programmes globaux en faveur de l'emploi des jeunes. Donc, si vous voulez préciser, parce que je pense qu'un point important quand on parle de projet intégré, c'est la notion de gouvernance. Est-ce que dans vos recommandations, pour réussir ce type de dispositif, quelle est la meilleure gouvernance, ou est-ce qu'il y a des gouvernances qui permettent effectivement de faire travailler un certain nombre de partenaires qui sont différents? Et là aussi, quels sont les canaux? Vous avez cité ces 3 exemples, puisqu'on parle des canaux innovants. Est-ce que le mode de gouvernance est une approche innovante, et donc on peut l'introduire comme un nouveau canal, ou est-ce qu'en plus de cette gouvernance différente, il y a eu aussi l'utilisation d'outils innovants? Est-ce que vous pouvez nous faire la part entre ces 2 angles, la gouvernance en projet intégré et les outils innovants qui auraient été utilisés et que vous avez envie de partager avec nous? Alors, sur la gouvernance, moi je donne un point de vue qui est un point de vue personnel, basé sur l'expérience qui est la mienne, qui est que s'il existe un service public de l'emploi dont les missions sont celles de lutter contre les dysfonctionnements du marché du travail, de favoriser le rapprochement offre-demande, ça doit se faire au travers aussi de la mise en œuvre de programmes, de politiques actives du marché du travail. Et donc, s'agissant de la gouvernance, je pense que l'acteur pivot sur le marché du travail doit être le service public de l'emploi. Et je n'ai pas un regard, je dois dire, très favorable, par exemple, sur les exemples que je citais, s'agissant du Mali, du Sénégal ou de la Mauritanie, de la création d'agences pour l'emploi des jeunes, parce que je pense que quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est des dépenses supplémentaires, et ensuite ça pose aussi des problèmes de coordination entre les différents acteurs. Donc, et je crois que lorsque c'est mis en œuvre, c'est aussi parce que les pouvoirs politiques ne sont pas en capacité de pouvoir réformer le service public de l'emploi tel qu'il fonctionne s'il ne donne pas satisfaction. Ça, c'est le premier point de votre question. Sur le deuxième point de la question, s'agissant des canaux, je crois que il y a deux approches majeures qui ont été développées au cours de ces dernières années. C'est à la fois la nécessité de personnaliser davantage le service, l'accompagnement personnalisé, comme on l'a pu l'appeler dans certains pays, en faveur de publics qui, a priori, sont les publics les plus en difficulté, et parallèlement à ça, le développement de services à distance. Et les deux, d'ailleurs, ne sont pas opposables, mais au contraire, sont des complémentaires l'un à l'autre, et ils ont été conçus aussi de manière complémentaire. C'est-à-dire que dans un environnement où les moyens sont ce qu'ils sont, l'idée a été de consacrer davantage de moyens à ceux qui avaient le plus de difficultés. Donc c'est l'accompagnement personnalisé, la personnalisation des prestations
du service public de l'emploi. Et à côté de cela, évidemment, permettre à ceux qui sont plus autonomes de pouvoir accéder via des services à distance aux différentes prestations que fournit un service public de l'emploi. Moi, je pense que par rapport à ça, ce qui serait intéressant dans les exemples qui nous sont présentés, c'est savoir s'il y a des publics particuliers dédiés à telle ou telle modalité de délivrance du service. On voit bien, par exemple, il y aura la troisième table ronde, je crois, qui portera sur, qui aura comme thématique, dans sa thématique plutôt, les personnes handicapées. On voit bien que pour des personnes à mobilité réduite, la délivrance de services à distance, c'est effectivement quelque chose qui fait sens et qui est intéressant. Maintenant, est-ce que l'un est opposable à l'autre? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une même personne qui, dans un parcours d'insertion dans l'emploi, aura recours tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ces modalités pour accéder au service du public de l'emploi. Donc il y a ce premier volet-là, il y a la question de la nature des programmes et la question de la nature des publics visés par telle ou telle prestation. Ce serait intéressant que dans les présentations qui seront faites plus tard, on ait des éléments d'éclairage par rapport à ça. Est-ce que là aussi, puisque vous êtes un spécialiste de l'Afrique subsaharienne, quand on parle de canaux innovants, donc on est, comme je disais tout à l'heure, on est sur streaming, est-ce que le passage par Internet est quelque chose qu'on voit, ou est-ce qu'on est beaucoup plus, on privilégie les solutions plutôt mobiles qui passent par les smartphones, par les mobiles, par le téléphone? Si oui, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'expert BIT, il y a un recul suffisamment pour commencer à parler d'impact de ces nouvelles mesures innovantes? Parce qu'on considère que le taux de croissance de l'utilisation du mobile dans les pays en voie de développement, et notamment en Afrique, est exponentiel, et que c'est un canal et un véhicule très important. Est-ce que vous avez senti, dans vos expériences, le passage par ce type de canaux, et est-ce qu'on peut maintenant parler d'impact avant de passer à nos intervenants pays? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une explosion de l'utilisation du portable en Afrique subsaharienne pour des raisons évidentes, c'est qu'ils n'avaient pas d'infrastructure leur permettant d'avoir accès au téléphone fixe dans les mêmes conditions. Simplement, il ne suffit pas que les personnes aient un téléphone, un mobile pour pouvoir accéder à des services. Il faut aussi que le service public de l'emploi soit organisé et des équipements pour pouvoir délivrer ces services auxquels pourraient accéder les demandeurs d'emploi. Et évidemment, l'exemple qui a été présenté par le Maroc était un exemple très intéressant, mais ils ont une antériorité par rapport à la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Les collègues qui sont dans la salle pourront d'ailleurs y revenir dans le cours des débats. Mais je pense que c'est cet équipement de base qui manque dans la plupart de ces pays. Et on voit bien, au travers de ça, combien la question des moyens se pose avec acuité par rapport au développement de tels services. Et d'ailleurs, quand je dis la question des moyens, ce n'est pas seulement la question des moyens financiers, des équipements, etc., c'est aussi la question des moyens en personnel, parce qu'il faut des gens dans les services publics de l'emploi, des personnels qui aient les compétences requises. Il y a d'ailleurs une diversification de compétences, qu'il s'agisse de compétences en matière informatique, mais également dans la conception des prestations, des programmes, et puis également du côté de leur suivi, de leur évaluation, etc. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont aussi en arrière ou en amont pour la délivrance de services à distance.